Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV vous présentent votre magazine Éducation financière. Nous entendons souvent parler d'éducation financière sans toutefois savoir ce que ça signifie concrètement ou même ce que cela implique. Eh bien, rassurez-vous car aujourd'hui nous sommes dans l'émission Éducation financière dédiée totalement à tout ce qui concerne les finances. Et pour ce tout premier épisode, je suis avec un expert pour nous expliquer et pour parler de tout ce qui concerne l'éducation financière. Ce sera avec Monsieur Dieudonné Tchabli et moi c'est Mademoiselle Biamjan. Bonsoir et bienvenue. Alors, Monsieur Dieudonné Tchabli, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Soyez les bienvenus. Et s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup, c'est un plaisir totalement partagé pour nous, de partager un peu la petite expérience que nous avons en la thématique de l'éducation financière et par la même occasion également promulguer certains conseils parce que nous également nous avons eu à faire des erreurs par le passé et ces erreurs nous ont coûté très cher. Et c'est pour cela que dès lors que nous avons reçu l'invitation, nous nous sommes dit c'est une occasion parfaite pour nous, en tout cas de partager cette notion-là qu'on appelle l'éducation financière, d'expliquer un peu ce que nous devons comprendre, ce que nous devons retenir de cette thématique et surtout que cela serve à quelqu'un qui nous écoute. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Je vous connais vraiment élargi. Je sais que vous êtes dans beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire ce que vous faites globalement? Effectivement, parce que Dieudonné Tchabli, c'est un tout-terrain, on peut le dire comme ça. C'est vrai que je totalise aujourd'hui une quinzaine d'années d'expérience professionnelle. Donc, j'ai mis en place le tout premier espace coworking du Togo, un espace coworking qui accueille donc des jeunes entrepreneurs de partout, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, pendant toutes ces 15 années, j'ai passé le temps à accompagner ces entrepreneurs-là, à les écouter et surtout à les former. Et moi-même, en tout cas, j'ai piloté pas mal de projets certains ont échoué, certains ont réussi. Et bien voilà, parce que c'est la norme. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, surtout quand vous n'avez pas les moyens directement vous-même et que vous prenez l'argent de quelqu'un et que vous devez apprendre à mieux les gérer correctement parce que c'est ça aussi qui manquait à l'époque où on s'est lancé dans une aventure sans avoir véritablement la notion d'éducation financière, non seulement cette thématique aussi, mais sans avoir également la notion de gestion de budget, de planification, tout ça. Nous avons fait un flop total. C'est vrai, d'autres projets ont réussi, mais aujourd'hui, nous rendons compte que si on avait quand même pris le temps de se former, d'approfondir, voilà, merci beaucoup, d'approfondir cette notion, de voir comment est-ce que nous pouvons véritablement l'utiliser ou l'implémenter dans nos activités de chaque jour. Je pense que aujourd'hui, on aurait pu être quelque part qui pourrait être donc bénéfique, n'est-ce pas, à cette jeunesse que nous voulons accompagner. De l'autre côté également, mis à part cette activité qui prend le cœur de mon temps, je suis également auteur. J'ai écrit au moins 9 livres. 9 livres qui sont beaucoup plus vendus en format numérique et puis en format physique aussi. Donc le tout dernier, c'est sur la thématique de développer la mémoire de son enfant. Donc c'est un bouquin qui traite de comment développer la mémoire de son enfant, un bouquin directement dédié aux parents. Et ce n'est pas tout, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis également consultant auprès des entreprises et des particuliers, beaucoup plus sur la thématique du marketing digital, mais également sur la notion de renforcement des capacités. Et ce n'est pas encore fini, en fait. Vous touchez à beaucoup de choses alors. Effectivement, je suis un touche-à-tout. Disons que je vais pas parler de dons. Non, c'est parce que pendant le temps où vous êtes dans une activité et que vous le faites chaque fois et que vous le faites chaque jour, quand vous allez accompagner des entrepreneurs qui évoluent dans divers secteurs d'activité, eh bien, vous êtes obligé de comprendre, finalement, de devenir un expert dans leurs activités, en fait. Vous voyez? Parce que quand vous n'avez aucune notion de l'activité que mène l'entrepreneur qui vient à vous, eh bien, ça vous sera un peu compliqué de pouvoir l'accompagner véritablement. Donc, finalement, après 15 ans, on a fait un touche-à-tout de l'agriculture à l'élevage, de l'élevage à l'artisanat, de l'artisanat au secteur digital. Aujourd'hui, on a quand même une ouverture d'esprit assez large
qui nous permet donc de comprendre rapidement quelques notions. Donc, pour résumer, disons que Dieudonné Tchabli, c'est juste un consultant et un conseiller. J'interviens beaucoup plus auprès des entreprises, mais aussi auprès des particuliers qui me sollicitent sur, n'est-ce pas, le renforcement de leurs capacités. Ça, c'est l'élément 1. La gestion de leurs finances, ça, c'est l'élément 2. Et la gestion de leur investissement. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir avec nous sur ce plateau pour parler de tout ce qui touche à l'éducation financière. Oui, tout ce qui touche à la finance et tout. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on aborde notre sujet. Allez-y. Pourriez-vous nous parler concrètement de ce que nous appelons éducation financière? Alors, disons que c'est des expériences que nous avons vécues, donc nous ne disons pas avoir la connaissance totale en la matière, mais nous allons quand même essayer d'apporter, n'est-ce pas, des définitions terre à terre, standards, pour que tout le monde puisse comprendre effectivement, parce que c'est ça qui est très important. L'éducation financière, ce n'est pas pour les personnes riches, ce n'est pas pour les personnes à revenus moyens ou bien à revenus très faibles, ce n'est pas pour les entrepreneurs, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors, lorsqu'on parle d'éducation financière, il s'agit tout simplement d'apprendre comment gérer l'argent. Parce que l'argent, ça se gère. Peu importe l'argent. Peu importe l'argent, c'est-à-dire que ça soit ton revenu mensuel, que ça soit ton revenu mensuel, que ça soit ton revenu journalier, eh bien, l'argent, ça se gère. Parce que ce n'est pas tous les jours que vous aurez la possibilité d'avoir accès, par exemple, à cet argent-là en question. Et on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui dans ce monde si vous n'avez pas un minimum sur vous. Alors qu'il peut arriver certaines fois où vous vous levez sans un rond en poche. Et quand vous n'avez pas un rond en poche, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver dans la journée. Vous ne savez pas quels sont les besoins urgents qui peuvent venir. Alors que par le passé, peut-être hier, vous avez eu à avoir beaucoup d'argent et aujourd'hui, vous vous levez avec 0 francs. Et donc, c'est cette éducation financière-là qui nous amène à comprendre comment gérer notre argent. Est-ce qu'il faut tout dépenser aujourd'hui? Est-ce qu'il faut en laisser une partie pour demain? Comment concrètement on peut dire qu'aujourd'hui, l'argent que nous gagnons peut nous permettre donc d'atteindre en tout cas notre bonheur? Parce que c'est ça aussi. Il faudrait que l'argent que nous gagnons puisse nous aider à atteindre notre bonheur, à atteindre notre évolution personnelle et professionnelle. Mais on parle de quel argent? Peu importe la somme. Peu importe la somme, justement. C'est d'où la notion même de l'éducation financière. Parce que l'éducation financière, ce n'est pas parce que vous gagnez 100 000 ou que vous gagnez 1 million. L'éducation financière, c'est justement pour vous aider à mieux gérer votre argent, quelle que soit la somme. Pour que par rapport au niveau où vous êtes, par rapport à vos dépenses, par rapport à votre personnalité, que cet argent-là puisse vous servir. Pour que cet argent-là que vous gagnez puisse vous aider à aller de l'avant dans votre vie. Pour que vous ne vous leviez pas un matin sans un rang en poche et c'est en ce moment que vous vous rendez compte que l'argent que vous avez dépensé hier, vous devez peut-être en garder une partie. Ok, justement, parlons d'argent, ceci m'amène à vous parler de budget. Alors, parce que on ne peut pas parler d'éducation financière et comparer peut-être la personne qui reçoit 100 000 francs par mois à cette personne-là qui reçoit 30 000 ou 35 000 francs par mois. Ce ne sont pas les mêmes choses. On va donc en arriver là et tout de suite vous avez sorti un mot qui est très intéressant, la notion de budget. Eh bien, vous voyez, quand on parle d'éducation financière, on a plusieurs mots techniques entre griffes, nous entendons parler par ici budget ou autre et tout, et c'est peut-être, si vous le permettez, l'occasion donc d'expliquer de manière terre à terre ces notions qui pour certains sont des notions. En commençant par ce que c'est que le budget, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on parle du budget, c'est tout simplement comment vous prévoyez dépenser votre argent pour une activité quelconque. D'accord? Oui. Donc, si par exemple, vous avez envie de faire une fête, eh bien, vous allez établir un budget. Ce budget-là permettra de savoir qu'est-ce que vous allez acheter, qu'est-ce que vous allez commander, quels sont les acteurs ou bien quelles sont les personnes que vous allez inviter pour que à la fin, votre activité puisse être réalisable. Voilà donc ce que nous appelons un budget. Et donc, le budget se tient pour toute activité. Même si vous voulez construire votre maison, vous devez établir, par exemple, un budget. Même si vous voulez faire un mariage, vous pouvez établir donc un budget. Le budget est une manière pour vous de pouvoir essayer d'avoir une vue. De ne pas dépasser les limites. Pas forcément de ne pas dépasser les limites. C'est vrai, le rôle du budget également, c'est de vous aider à rester dans une certaine limite.
Parce que si vous n'aviez pas cela en tête, il se peut que vous le dépassiez dans la réalisation. Et donc, d'abord, vous faites un budget dans un premier temps pour savoir combien ça va me coûter de réaliser telle activité. Peut-être que vous n'avez pas encore l'argent, mais à partir du moment où vous saviez que pour réaliser telle activité, il vous faudra 100 000 francs, alors là, vous pouvez aller le chercher. Ou à partir du moment où vous savez que pour réaliser cette activité, il me faudra 100 000 francs, alors que je ne gagne pas 100 000, donc vous pouvez revoir tout cela à la baisse. Donc, le budget est un peu comme un tableau de bord pour vous aider, n'est-ce pas, à réaliser votre activité sans vous ruiner, en fait. Ok. On ne peut pas parler de budget sans parler de revenus ni de dépenses. Ce sont des termes, je dirais même, des termes très solides. Absolument. Surtout au niveau du dépense. Vous allez voir que dans toutes les missions ou dans tout ce que nous allons dire, nous utilisons souvent le terme revenu, le terme dépenses, etc., etc. Et donc, c'est très intéressant que vous demandiez à ce qu'on puisse l'expliquer. Et vous allez voir que lorsque nous allons les expliquer, c'est tout simplement ce que nous savions déjà. Lorsque nous parlons de revenus aujourd'hui, les revenus, c'est la somme globale de tout ce que vous gagnez. Global de tout ce que vous gagnez. Que, par exemple, vous avez un salaire, ça fait partie donc d'une entrée, d'accord? Oui. C'est l'argent donc qui rentre dans votre poche. Et donc, si vous avez d'autres activités également et que cette activité vous permet de gagner de l'argent, eh bien, ça rentre dans votre poche. Donc, tout ce qui est argent et qui rentre dans votre poche, nous les appelons donc revenus. C'est votre revenu. C'est votre revenu. Et les dépenses, c'est tout ce qui sort de votre poche. Alors, nous sommes dans un schéma d'entrée et de sortie. Voilà. Donc, l'argent, ça rentre dans ma poche. Donc, ça fait partie des revenus. Cet argent peut venir d'une activité que je fais, ou bien d'un salaire que je perçois, ou de quelque chose que je vends habituellement. Et à partir du moment où ça rentre dans ma poche, eh bien, je vais l'appeler revenu. Il faudrait que nous retenions bien cette explication de départ, parce que c'est ce qui va couronner, n'est-ce pas, toute notre émission. Et lorsqu'on parle de dépenses, donc c'est l'argent qui sort de votre poche, soit pour acheter un bien, par exemple, soit pour pouvoir, par exemple, soigner une maladie quelconque, ou soit lorsque vous l'utilisez pour donner à quelqu'un. À partir du moment où vous donnez une partie de vos revenus à quelqu'un, donc on va le classer dans les dépenses. Exactement. Ah oui? Exactement. Voilà, parce que ça fait partie des dépenses. Il y a peut-être des dépenses qui sont des dépenses régulières, ok? Des dépenses régulières, si on peut le dire comme ça. Mais il y a des dépenses. Par exemple, nos factures. Les factures d'électricité, le loyer, par exemple, vos déplacements, vos transports, ce sont des dépenses quotidiennes. Ce sont des dépenses que vous pouvez budgétiser, par exemple, sur 3 mois ou sur 6 mois, parce que vous savez que ces dépenses-là vont arriver coûte que coûte. Oui. Voilà. Par contre, il y a d'autres dépenses qui sont des dépenses sporadiques, c'est-à-dire ces dépenses-là ne sont pas prévues, mais elles peuvent... Nous appelons chez nous les imprévus. Voilà, on peut donc dire que ce sont des imprévus en réalité. Vous les avez pas prévus, mais ça arrive. Et quand ça arrive, vous devez exécuter cette activité. Et donc, vous devez dépenser de l'argent. Et comment donc arriver à gérer ces dépenses-là en question dès lors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, puisque vous avez utilisé un terme tout à l'heure, vous avez dit imprévu. Les imprévus, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Alors, comment faire pour qu'au moment où cette dépense surgit, que nos revenus que nous avons dans la poche puissent permettre quand même de pouvoir gérer cette dépense? C'est ça toute la quintessence même de la notion d'éducation financière. Ok. Est-ce que quelqu'un qui arrive à dépenser sans compter, je dirais, peut arriver à épargner? Alors, vous avez dit quelque chose qui est très, très, très intéressant, mais d'abord, il va falloir qu'on explique la notion d'épargne. Parce que l'épargne, en fait, c'est quoi? L'épargne, c'est l'argent que vous mettez de côté. D'accord? Vous avez l'argent qui rentre dans votre poche. Vous savez que cet argent-là sera utilisé pour des dépenses. Mais comme il y a des imprévus, vous mettez donc de l'argent de côté. Et cet argent mis de côté, c'est ce que nous appelons donc votre épargne. Donc l'épargne, c'est justement la partie de vos revenus-là que vous mettez quelque part, soit en banque, soit dans une caisse à la maison, soit dans une institution financière, n'importe où vous la mettez, dans l'optique de pouvoir l'utiliser quand il y a un imprévu qui peut arriver. Mais en réalité, ce n'est pas que pour les imprévus. Vous pouvez également épargner
pour atteindre un objectif précis. Genre, vous avez envie, par exemple, d'acheter une moto. Vous avez envie d'acheter votre voiture et donc pour cela, vous savez que vos frais de loyer, ça vous coûte tant. Ça, ce sont des dépenses que vous allez décaisser. Maintenant, vous allez mettre une partie à côté pour que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, vous soyez donc capable de vous acheter cette moto ou cette voiture. Merci bien. Et donc, c'est cela que nous appelons épargne. Donc, il va sans dire que celui qui dépense forcément tout son argent, eh bien, il aura des difficultés à épargner. Il y a aussi un mot très lourd, le crédit. C'est un mot vraiment très important. Un mot des fois qui fait titiller, même qui fait battre le cœur. C'est vrai qu'on en parle. Effectivement, lorsqu'on entend parler du crédit, on se pose beaucoup de questions parce que le crédit rime souvent avec son frère qui est la dette. Bien évidemment. Voilà. Raison pour laquelle je disais que ce mot fait battre le cœur. Ce mot fait absolument battre le cœur. Parce que le crédit, ce sont des mécanismes. C'est un mécanisme qui est mis en place par des institutions pour pouvoir vous donner de l'argent pour que vous puissiez l'utiliser pour atteindre un objectif précis. Oui. Parce qu'en ce moment, vous n'aviez pas l'argent nécessaire pour réaliser cette activité. Ok. Ce qui voudrait dire que si je perçois un crédit, c'est parce que j'ai envie de réaliser quelque chose de concret. Pas pour des futilités. Excusez-moi le terme. Alors, tout dépend de ce que vous mettez dans futilité et ça, nous allons en parler profondément dans toute cette émission parce que la notion de futilité, elle est très large. Ce que vous estimez comme futilité n'est pas forcément ce que moi j'estime comme futilité. Parce que vos futilités peuvent être à moi les moyens pour moi de gagner de l'argent. Et donc, c'est une notion assez large qu'on va essayer de décortiquer de fond en comble. Mais déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le crédit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mécanisme donc qui est mis en place par des institutions. Et là, il faut le préciser, c'est un mécanisme qui est mis en place par des institutions, autrement dit, par peut-être les banques, les microfinances, pour pouvoir venir à notre secours à un moment où nous avons besoin de l'argent pour réaliser une activité. Peut-être pour une urgence donnée, ou peut-être parce que la somme de nos revenus ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir acquérir ce bien que nous voulons. Oui. Exemple, j'ai envie de construire une maison. La maison coûte 20 millions. Or, mes revenus aujourd'hui sont de 100 000. Il me faudra donc plusieurs mois ou bien plusieurs années si même je mettais tout l'argent de côté pour pouvoir donc acquérir cette maison. Donc, à partir de ce moment, je me rends vers une institution, je me rends vers une banque et je lui dis, voilà ce que je gagne, donnez-moi du crédit, donnez-moi cette somme et je vous le rembourserai avec tel montant jusqu'à finir. Ainsi, dès lors que moi je perçois ce crédit, je peux donc l'utiliser pour atteindre mon objectif. Parce que j'ai deux choix, j'ai deux possibilités quand j'ai envie d'atteindre un objectif. Économiser ou faire. Merci. Soit j'économise, d'accord, donc je mets de l'argent de côté. Je connais bien le coût de la moto qui est de 500 000. Je peux économiser 50 000 par mois. Donc techniquement, en 10 mois, eh bien, j'ai ma moto. Ou soit je me dis, non, je suis pressé, il faut que j'ai ma moto aujourd'hui ou dans 2 semaines. Dans ce cas, je vais donc vers une institution, ok, et je lui demande de m'accorder un crédit. Et donc, ce crédit devient pour moi une dette à payer. Et je dois donc payer cette dette en question. Et bien sûr, pour y arriver, il faudra l'inclure dans votre budget. Et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque, par exemple, vous allez vers une institution pour avoir du crédit, il y a la notion d'intérêt qui vient. Parce que le montant que vous percevez auprès d'une institution ne sera pas forcément le même montant que vous allez retourner. Autrement dit, si vous prenez 100 000 francs, vous n'allez pas retourner exactement 100 000. Vous allez payer 100 000 plus quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est cela que nous appelons donc les intérêts. Les intérêts, donc, c'est l'argent que vous payez parce que quelqu'un a dû stocker son argent chez vous pour que vous puissiez atteindre son objectif. Si cet argent-là était avec lui, il l'aurait peut-être utilisé pour gagner encore plus d'argent. Maintenant, à partir du moment où il vous donne, il faut qu'il soit rémunéré en retour. Donc, je dirais peut-être que c'est la même méthode. Puisqu'il vous le donne, il perçoit quelque chose. Voilà, en fait, on peut dire qu'en réalité, le terme donné, oui, on peut l'expliquer comme ça pour que
ceux qui nous suivent puissent nous comprendre. En réalité, ce n'est pas du don, c'est du crédit. En fait, ils vous le prêtent. Voilà le terme concret. Ils vous le prêtent pour que vous puissiez lui rembourser avec donc quelque chose. Et donc, ce quelque chose-là, c'est sa rémunération, en fait. Oui. Parce que son argent, vous allez l'utiliser pour faire quelque chose. Et cet argent-là, il faut qu'il gagne quelque chose sur cet argent. Et ce qu'il va gagner sur cet argent, c'est ce que nous appelons donc les intérêts. Ok. C'est très intéressant. Et nous allons continuer avec l'investissement. Alors, ouais, lorsque par exemple, vous avez donc prévu votre budget et que vous savez ce que vous gagnez et que vous savez ce que vous dépensez et que vous voulez, par exemple, prévoir certaines dépenses, en tout cas ce que nous appelons par les imprévus, et que vous mettez de côté ce que nous appelons donc épargne, il peut arriver qu'il vous reste encore quelque chose. C'est-à-dire un montant une partie de vos revenus que vous n'allez pas forcément utiliser aujourd'hui. Et cette partie de revenus-là, vous pouvez décider, par exemple, de le fructifier. C'est-à-dire, il faudrait que cet argent vous rapporte encore quelque chose. Et c'est ça la notion de l'investissement. Ce qui vous permettra, par exemple, de pouvoir gagner encore plus d'argent pour les prochaines fois. On peut investir et réinvestir. Vous pouvez investir, réinvestir. Tout dépend. En fait, c'est ça même l'intérêt de cette émission. Parce que l'objectif, c'est donc d'amener les gens à savoir quand investir, quand réinvestir et quand réinvestir. Parce que, comme vous l'avez dit en début, nous n'avons pas les mêmes revenus. Il y a d'autres qui sont à 30 000, il y a d'autres qui sont à 100 000, il y a d'autres qui sont à des millions. À des millions. On peut le dire comme ça. Alors que de l'autre côté, il y a d'autres qui sont à 30 000 avec des revenus, avec des dépenses de 100 000. Il y a d'autres qui sont à 1 million avec des dépenses de 1 million 500. Ouais. Donc, les profils ou les personnes ne vont pas réagir de la même manière par rapport à ces termes, par exemple. En termes d'épargne, investissement, dépenses et revenus, nous n'aurons pas la même perception de la chose ou la même réaction par rapport à la chose. Donc, à partir du moment où vous arrivez, par exemple, à avoir des revenus et que ces revenus-là arrivent déjà à satisfaire vos dépenses immédiates ou vos dépenses que vous avez prévues et que vous arrivez à mettre de côté quelque chose qui va vous permettre de pouvoir gérer les dépenses qui ne sont pas prévues, il peut y arriver qu'il vous reste donc quelque chose en plus. Et ce quelque chose-là, vous pouvez décider tout simplement de le mettre pas de côté, parce que quand vous le mettez de côté, vous êtes dans l'épargne, mais vous voulez le mettre quelque part où cela vous ramène encore de l'argent. Vous voulez fructifier cet argent. Et là, quand vous essayez de fructifier votre argent, vous êtes en train donc d'investir. Ok. Nous ne pourrions pas parler de revenus d'épargne de crédit sans toutefois parler de planification financière. Alors, effectivement, là, vous rentrez dans les gros mots. Nous sommes là pour ça, Nous sommes là pour ça, exactement. Vous rentrez donc dans les gros mots et nous avons tout de suite expliqué le budget, ok? Et lorsque nous parlons de planification financière, il s'agit tout simplement de planifier, ok? Comment est-ce que vous souhaitez gérer, en tout cas utiliser votre argent sur peut-être une durée donnée. Oui, parce que va pas falloir se lever sur un coup de tête. Pour faire une dépense, par exemple. Toutes ces dépenses-là doivent être... Je pense plutôt que c'est ce qui nous épuise. Oui, effectivement, vous avez entièrement raison, parce que on est épuisé, ok? Non seulement on est épuisé moralement, mais également financièrement, puisque lorsque une dépense tombe sur la tête, quelquefois on les appelle des achats impulsifs, c'est-à-dire vous avez vu une robe assez... Surtout les femmes. Bah, voilà, donc vous êtes femme, donc je vais pas dire le contraire. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, impulsif, lorsque vous faites des achats impulsifs, par exemple, ça vous épuise financièrement. Alors que si vous avez, par exemple, planifié vos dépenses, si vous avez planifié votre budget, vous saurez que, cette dépense-là, je ne peux pas la faire aujourd'hui. Peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous plaît bien. Vous avez envie de manger, n'est-ce pas, ce poulet rôti qui sent très bon de l'autre côté. Oh là là. Bah voilà, vous avez envie. Ça me donne de l'eau à la bouche. Il y a une activité touristique quelque part au nord de Kara.
ça vous excite, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de découvrir des choses. Mais au même moment, lorsque vous regardez votre tableau de bord, lorsque vous regardez votre budget, lorsque vous regardez votre planification, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, faire cette dépense-là en ce moment précis. C'est l'importance donc de pouvoir tenir une planification. Mais il y a aussi les assurances. Ben voilà, les assurances en réalité c'est quoi? Et il faudrait qu'on l'explique clairement. D'abord, qu'est-ce que nous appelons par assurance? L'assurance, c'est pour vous, ou bien c'est également un mécanisme, de la même manière dont on a parlé de crédit tout à l'heure, c'est également un mécanisme qui est mis en place pour vous assurer en cas d'urgence, pour que vous n'ayez pas forcément besoin d'utiliser l'argent que vous avez prévu, pour que vous ayez besoin d'utiliser votre argent. D'accord? Par exemple, les dépenses qui ne sont pas souvent prévisibles, je peux parler des décès, par exemple, ok? Ou des dommages que peut subir votre voiture en temps, ou peut-être votre corps également peut subir des dommages. On parle donc de votre état de santé, Oui. on parle donc de maladie et tout ce qui va avec. Et donc, pour pouvoir vous permettre, parce que lorsque cette dépense en réalité, Surtout que la maladie ne prévient pas. La maladie, ça ne prévient pas. Et pire des cas, vous ne pouvez pas prévoir la somme véritablement à dépenser. Une maladie, par exemple, peut vous coûter aujourd'hui 5 000 francs pour la traiter, mais une autre maladie pourrait vous coûter carrément 1 million. Donc, à partir du moment où les dépenses qui ne sont pas prévues, vous pouvez pas les quantifier, vous pouvez pas savoir jusqu'à quelle hauteur, en fait, d'épargne vous devez mettre de côté pour pouvoir les gérer si jamais les advenait. À partir de ce moment, vous souscrivez à une assurance. Et cette assurance-là vous donne, donc, comme on l'a dit, une assurance. Donc, vous êtes rassuré qu'en cas de besoin, en cas de dépenses imprévues, vous pouvez avoir de l'argent quelque part pour gérer cette dépense-là. Et donc, ça vous évite de ne pas toucher l'épargne ou bien votre économie que vous réalisez de côté pour pouvoir acheter une moto. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous avez envie d'acheter une moto. Vous économisez 50 000 par mois. Et normalement, en 10 mois, vous aurez par exemple 500 000. C'est suffisant donc pour acheter votre moto. On est d'accord. Oui. Mais voilà qu'au 8e mois, vous tombez malade. Ou voilà qu'au 8e mois, vous avez un décès au sein de votre famille. Et que le décès là implique donc la gestion de l'enterrement. Et donc pour enterrer, pour gérer tout ce qui est veillé et tout ça, il vous faudra dépenser par exemple 400 000. Ouais. Donc l'épargne que vous avez réalisée, toute l'économie que vous avez mise de côté, vous allez l'utiliser pour une autre dépense que vous n'aviez pas prévue. Ce qui fait que votre objectif d'achat de moto serait donc repoussé encore à X temps. Alors que si pendant ce temps, vous avez souscrit à une assurance, personne ne sait quand la dépense imprévue va surgir. À partir du moment où vous avez souscrit à une assurance, ce qui va se passer, c'est que même si au 9e mois ou au 8e mois, la dépense surgit, eh bien, vous êtes rassuré. Vous savez que, il n'y a pas de souci, j'ai mon assureur, j'ai une assurance qui pourra donc me sauver dans ce cas. Donc, cet assureur-là, ou bien cette formule d'assurance pourrait me donner de l'argent. Je garde toujours mes 450 000 que j'ai déjà économisé pour ma moto. Donc, je vais chez mon assureur et je lui dis, voilà, la dépense que je n'avais pas prévue, elle est arrivée. Et donc, j'ai besoin de l'argent pour pouvoir la gérer. Et donc, c'est votre assureur qui va pouvoir tout gérer pour vous. Donc, je peux toutefois aller chez l'assureur pour payer, par exemple, mes impôts, mes taxes? Non, voilà, justement, merci véritablement pour cette excellente question. Parce que les impôts et les taxes, c'est de l'argent que nous payons pour aider, n'est-ce pas, les autorités, le gouvernement, pour aider donc l'État à pouvoir prendre en charge les dépenses de l'État, du pays. Vous voyez par exemple quand vous allez, les administrations, ils doivent fonctionner. La mairie, ça doit fonctionner. Les hôpitaux publics. Merci, les hôpitaux publics. Tout ça là doit fonctionner. Et il y a un certain nombre de choses lorsque par exemple les routes doivent être tracées et les routes, elles doivent être entretenues. L'État va trouver donc de l'argent pour faire ça. Les taxes et les impôts sont donc une petite partie qui est demandée à chaque personne qui a un revenu quelconque de mettre dans la caisse de l'État pour que l'État puisse avoir suffisamment de moyens pour gérer toutes ces dépenses-là, afin que nous puissions avoir une vie plus ou moins agréable. Imaginez si vous sortez, vous avez acheté votre voiture et que vous sortiez et que la route n'est pas bien tracée. Ce qui va se passer, c'est que chaque mois, vous allez remplacer votre pneu. Ce qui va vous causer encore plus de dégâts
cela va faire que vous ne réaliserez pas assez d'économies. Alors que si tout le monde payait son impôt et que effectivement tout le monde contribue et que les routes sont correctement tracées et que les routes sont construites, ce qui va se passer, c'est que vous allez acheter votre voiture, mais votre voiture fera 5 ans. Votre voiture fera 10 ans. Vous n'allez pas changer de pneus parce que effectivement l'état des routes est correct. Et donc ça ne vous engendre pas des dépenses. Donc lorsque nous payons nos impôts, lorsque nous payons les taxes, en réalité, c'est une manière pour nous de pouvoir encore augmenter notre pouvoir d'achat. Parce que l'État va s'assurer de pouvoir gérer certaines charges que normalement nous devons prendre en charge. Et ça, c'est ce que nous appelons donc l'effet de groupe. Donc à partir du moment où tout le monde contribue donc à cette cagnotte commune, là on peut l'appeler une cagnotte commune, donc les taxes et les impôts. Donc à partir du moment où tout le monde contribue à cela, donc l'État aura les moyens nécessaires pour pouvoir gérer les dépenses dans l'intérêt collectif de tout le monde. Et qui nous évitera plein de choses. Oui. Plein de choses. Par exemple, les hôpitaux doivent être équipés parce que si les hôpitaux ne sont pas équipés, eh bien vous risquez en tout cas de dépenser plus, puisque peut-être en allant peut-être dans d'autres hôpitaux, en allant peut-être dans d'autres institutions privées ou même en quittant carrément le pays, et cela va vous créer plus de dépenses. Et donc si l'État a les moyens et que ces moyens sont utilisés pour, par exemple, équiper, n'est-ce pas, ces hôpitaux-là, vous verrez que les taxes et les impôts que vous payez en réalité vous servent. Parce que au lieu de prendre un billet d'avion de 400 000, 500 000, 700 000 pour aller dans un autre hôpital se faire soigner et revenir, à l'extérieur, par exemple, si l'État avait donc les moyens nécessaires pour les équipements, eh bien, vos 500 000 resteront dans votre poche aujourd'hui et tout l'argent que vous aurez dépensé donc resterait dans votre poche. Et donc, payer les taxes et les impôts, en réalité, c'est prévoir d'économiser sur du long terme. Oui. Eh bien, Monsieur Dieudonné, ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt, surtout pour le second numéro. Absolument. Je serai là, si plaît à Dieu. Nous allons nous retrouver encore pour plus approfondir donc la notion même de d'éducation financière. En réalité, comment il faut la mettre en place, parce que c'est ça. Aujourd'hui, nous avons compris les notions. Aujourd'hui, nous avons décortiqué toutes les notions, mais la prochaine fois, nous allons essayer d'expliquer comment la mettre en place, comment la pratiquer au quotidien de nos activités de chaque jour. Ce fut tout simplement un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt et surtout, ne ratez pas le prochain numéro. Votre magazine Éducation financière vous a été présenté par Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV.